Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance en direct dans cette édition du 27 juin 2024. Et comme je vous l'ai annoncé avec un peu d'avance, et je vous prie de m'en excuser, eh bien, nous allons retrouver tout de suite Monsieur Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, mais surtout candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription des Yvelines. Bonjour Monsieur Miard. Bonjour cher ami, et bravo pour votre agenda. Je voudrais souligner que lorsque vous avez énuméré l'ensemble des intervenants, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas traiter la question aujourd'hui des législatives sous un seul angle. C'est que nous sommes dans une situation où tout interfère avec tout. Et donc, il faut prendre une approche globale. C'est ce que vous faites. Bravo. Eh bien, écoutez, Monsieur Miard, je vous remercie beaucoup. Monsieur Miard, on vous connaît, vous êtes un personnage fort sympathique qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et ça, pour ça, je vous en remercie beaucoup. Monsieur, je vais être volontairement un peu piquant dans ma première question et je vous prie tout de suite de m'en excuser, n'y voyez aucune offense. Mais je pense que nos téléspectateurs ont besoin de savoir. Monsieur Miard, j'ai 2 listes de questions dans les mains. Une pour le candidat RN aux législatives, une pour le candidat LR aux législatives. Laquelle je choisis ? Eh bien, vous choisissez ce que j'ai toujours été, à savoir un LR, je vais dire, qui n'est pas d'extrême gauche, comme vous pouvez l'imaginer, un LR qui a toujours défendu les positions du redressement de la France, et cela depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis toujours LR, mais il est vrai, je défends un certain nombre de positions qui se recoupent avec d'autres, partis politiques. Mais moi, je n'ai pas à prouver ce que je suis. Je dirais, mon engagement politique, c'est mon profil politique. J'ai été élevé par une hussarde de la République qui m'a appris à travailler, m'a appris à aimer la France, et j'ai toujours voulu servir la nation. Je suis devenu diplomate pour servir la nation à l'étranger, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai été en poste à Alger, Lagos, Berlin et surtout à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, où j'ai travaillé notamment avec mon ami Trichet, et nous avons sillonné le monde pour élaborer des accords d'encouragement et de promotion des investissements. Je n'ai aucune leçon à recevoir sur le service de la nation. Je l'ai toujours fait, chevillé au cœur, parce que j'estime que c'est mon objectif. Or, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? Eh bien, je constate que nous avons un gouvernement qui va à hu et à dia, qui a mis les finances de la nation dans une gabegie, qui prône un certain nombre de choses qui sont complètement irréalistes. Nous avons besoin de coopération européenne, c'est évident. Mais nous n'avons pas besoin d'intégrisme européen. Et quand je vois aujourd'hui ce que représente bien évidemment l'Union européenne, je suis inquiet parce que c'est devenu une machine entre les mains des technocrates. C'est eux qui commandent, qui pilotent entre, un Parlement qui se cherche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre le traité de Lisbonne, en dépit des appels incessants de M. Sarkozy, qui voulait que je vienne le soutenir. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que ce traité de Lisbonne, qui est différent du traité de VGE, bien évidemment, il n'en demeure pas moins que le peuple a pris ça comme une insulte, et ça a brisé la confiance des Français dans les politiques, car le traité avait été rejeté par référendum, et maintenant on resserre la soupe d'une autre manière, même si c'est une organisation internationale, c'est pas un super État, mais ça a ruiné la confiance des Français dans les politiques. Moi, j'ai toujours été cohérent avec mes positions. Je l'ai dit à Sarkozy, je l'ai dit à Hollande, je l'ai dit à tout le monde. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec le président de la République que nous sommes dans une totale incohérence, une fuite en avant permanente. Eh bien, ce n'est pas acceptable. Monsieur Miard, avant de rentrer dans le détail des raisons qui vous ont poussé à proposer votre candidature donc, dans la 5e circonscription des Yvelines, j'aimerais qu'on vienne sur 2 faits d'actualité majeurs. Le premier qui est tombé ce matin, c'est le dernier sondage qui place le RN nettement en tête des intentions de vote devant le nouveau Front populaire et devant la majorité présidentielle. Pour vous, ça semble logique, les Français ont besoin de changement et surtout ont besoin de ce renouveau de l'échiquier politique. Vous savez, les chapeaux à plumes qui vous donnent un certain nombre de leçons de morale en disant c'est scandaleux, etc. Quand je suis dans la rue, pas plus tard que hier à Sartrouville, des gens m'arrêtent en disant on a besoin de vous. Et qu'est-ce que veulent aujourd'hui les Français ? Ils veulent bien sûr avoir une certaine étiquette politique,
Mais ils ne vont pas voter LFI, je ne le pense pas, du moins en majorité, mais ils attendent des candidats, des gens cohérents, des gens qui ont une forte personnalité et qui sont capables de tenir, je dirais, les positions et de se battre pour redresser la nation. Donc on voit très bien aujourd'hui qu'il y a un appel, pas simplement au programme, parce que ça, vous savez, les programmes, ça vaut ce que ça vaut et ça dure pas très longtemps. Ils veulent en revanche des gens qui sont capables de redresser la nation, qui agissent en cohérence et qui ne vont pas se laisser impressionner, soit par quelques sondages de ci, de là, etc. Et je vous dis, pardon de parler en mon nom propre, c'est ce que mes concitoyens attendent de moi. Ils savent où je suis et ils votent pour quelqu'un qui est capable de tenir les positions et qui ne se laissera pas influencer. J'ai eu dans le passé à monter à la tribune et défendre des positions qui étaient les miennes, y compris contre le gouvernement que je soutenais par ailleurs. Ça a été le cas sur le protocole de Londres qui donne un champ vaste en matière de brevets à la langue anglaise. Ça a été le cas, bien sûr, sur le traité constitutionnel. Et donc, en ce qui me concerne, les Français attendent de leurs candidats des gens qui vont gouverner et qui vont pas se laisser impressionner par quiconque. Alors, monsieur, il semblerait qu'il y en ait un, justement, qui se soit laissé impressionner, c'est Aurélien Pradier, qui a quitté les LR hier en disant que le parti était mort. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous savez, je vais vous dire une chose, en matière politique, on n'est jamais mort jusqu'au Père-Lachaise. Et donc, bon, il l'a peut-être dit, mais ce qui est certain, c'est que chez les LR, d'une manière générale, même avec lesquels je ne suis pas en accord aujourd'hui, il y a des gens qui sont parfaitement capables de maîtriser, je dirais, les villes, de les gouverner correctement. Donc, il ne faut jamais jeter, je dirais, le bébé avec l'eau du vin. En ce qui me concerne, il est exact que j'ai suivi la tendance Ciotti. Et pourquoi ? Parce que je me retrouve parfaitement, j'avais voté pour Éric Ciotti pour la présidence, et je me retrouve parfaitement dans la ligne qui veut que les LR puissent être, je dirais, soutenus par les RN, en raison du fait qu'au RN, il y a énormément de gens qui viennent de ce que fut le RPR. Je peux vous dire que j'en connais un brin. Certains sont allés chez Marion, d'autres sont allés au RN, et donc nous avons une histoire commune à travers les hommes. C'est ça qui est important, c'est que nous sommes capables de bâtir ensemble une nouvelle majorité. Est-ce que Jordan Bardella veut faire renaître l'UMP, selon vous ? Oh, certainement pas. L'UMP, ça a été la tragédie de Chirac. Vous savez ce qui s'est passé ? Je vais vous le dire en peu de mots. Alain Juppé est allé voir Chirac en disant, au moment du traité de Maastricht, il faut qu'on vote contre. Et M. Édouard Balladur est arrivé avec, je dirais, patin couffin, en disant non, Jacques, parce qu'il y a les présidentielles derrière, donc tu dois voter pour. Et donc, on est parti et on est allé vers ensuite l'UMP. C'est-à-dire que ce qui était, je dirais, la partie droite nationale au sein du RPR a été affadie par cette alliance. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir des points communs avec l'UMP, mais l'UMP avec, je dirais, l'UDF, parce que c'était l'UDF à l'époque. Et donc, l'UDF peut avoir des positions. Nous pouvons, dans un certain nombre de choses, parfaitement agir ensemble, mais nous sommes d'identités différentes. Et donc, l'UMP a été la mort, je dirais, de ce que fut le RPR. Et en définitive, c'est la partie molle et centriste qui l'a emporté, alors que nous avons besoin de politiques cohérentes. Nous devons bien sûr avoir des points communs, parce qu'en matière de maîtrise des flux migratoires, on est tous d'accord, hein, même jusque parfois très loin, y compris à gauche, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous devons retrouver une crédibilité dans l'action politique qui est celle d'une droite, je vais le dire, nationale. Elle n'est pas extrême. Quand j'entends tous ces imbéciles traiter les gens d'extrême droite, il y a un moment, ils devraient quand même réviser un peu leur analyse, parce que ce sont des slogans éculés, complètement ridicules. J'ajoute même que si le RN était un parti antidémocratique et fasciste, je m'étonne qu'il n'a pas été fait l'objet d'une dissolution. Donc tout cela ne tient pas la route, c'est du ridicule, c'est véritablement des slogans de campagne qui sont de plus en plus éculés.
C'est vrai, alors j'ai entendu dernièrement effectivement que si le RN avait été un parti antisémite, comme il l'a été à certains moments, mais a priori ne l'est plus, de toute façon, la justice et les magistrats se seraient penchés sur ce dossier. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas de poursuites qui ont été engagées. Alors écoutez, je vais vous dire, moi j'étais à la manifestation, j'ai même une photo dans un 4 pages que j'ai diffusé où je suis à côté du grand rabbin que je connais bien. Je l'ai souvent auditionné à l'Assemblée nationale lorsqu'il était justement rabbin des armées et que, bien évidemment, moi je ne connais aucun Français musulman, aucun Français catholique ou juif, je connais que des citoyens français. Et il y a un moment, il faut cesser ce genre d'attaque imbécile. Monsieur Miard, donc on comprend que, notamment à travers le sondage dont on a commenté quelques lignes tout à l'heure, et bien qu'il y a deux blocs qui émergent. D'un côté, le bloc RN, de l'autre côté, le bloc Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que vous dites aux adhérents LR qui vont se retrouver orphelins, finalement, par la force des choses? Qu'est-ce que vous leur dites? Ils me connaissent. Ils savent très bien où je suis. Ils savent très bien que je suis capable de maintenir les positions. Donc moi, je suis LR. Alors, ça n'a pas plu partout, toujours, en disant, mais oui, non, je reste LR et c'est ma maison parce que je ne suis pas comment dirais-je, quelqu'un qui change de chemise tous les jours. Je suis quelqu'un qui agit en cohérence et donc, ils savent où je suis, ils savent quelles sont mes positions et ils vont faire confiance à l'homme plus encore qu'à des étiquettes politiques qui peuvent être changeantes parce qu'il y en a certains qui sont de véritables, je dirais, girouettes. Je ne suis pas une girouette, je suis cohérent avec mes positions que j'ai toujours défendues et je peux vous dire que là, je suis parfaitement crédible. Monsieur, certaines langues sarcastiques disent que votre candidature aux législatives du 30 juin prochain ne sont qu'une revanche sur les législatives de 2017 et 2022. 2017, vous les avez perdues, je rappelle, contre Yaël Braun-Pivet, alors encarté En Marche. En 2022, vous n'avez pas pu présenter votre candidature à cause de la loi sur le non-cumul des mandats. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient votre candidature sur cette... Je n'ai jamais conduit de bataille politique ad hominem. J'ai des adversaires, je n'ai pas d'ennemis. Il ne s'agit pas là d'une revanche, il s'agit là d'un combat de fond politique. Je suis en total désaccord avec la personne que vous avez nommée. Elle s'est fait élire, bien sûr, dans une vague de Macron. Ses affiches ne comportaient que le président de la République et elle-même, à telle enseigne qu'on croyait même que c'était Macron qui était candidat et qu'elle était, elle, la remplaçante et la suppléante. Et, surprise, aujourd'hui, hop, Macron passe à la trappe. On est dans le temps des renégats, des trahisons et des amnésies. C'est aussi simple que ça. Ils essayent de se refaire une virginité politique, tous ces macronistes, parce qu'ils savent très bien que Macron est rejeté. Mais eux aussi sont rejetés. Et ça, ils ne se sont pas encore rendus compte. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, en ce qui concerne la candidate que j'ai en face de moi, je sais très bien qu'elle n'a aucune idée à elle. Elle ne fait que répéter, je dirais, ce qui est donné par des fiches de l'appareil. C'est tragique. Je dis bien tragique. Cette personne n'a aucune identité réelle. Elle n'est qu'une suiviste et aujourd'hui, elle est devenue amnésique. Elle passe à la trappe, elle tue le père, croyant qu'elle va se refaire une virginité. Eh bien, elle se trompe et elle le verra dans les urnes. Effectivement, elle va se retrouver face à vous dès le premier tour, donc ce week-end, des législatives. Monsieur Miard, on va en venir à votre candidature dans la 5e circonscription des Yvelines, je le rappelle. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter, monsieur Miard? C'est très simple. C'est que je suis attiré par la situation du pays. C'est le résultat de la politique de M. Macron. C'est le résultat de tous ces suivistes de la Macronie qui collent, bien sûr, qui sont des clones et des croupies. Et donc, moi, je veux une autre politique pour la France. Je veux que la France soit maîtresse de son destin. C'est une question à la fois économique, c'est une question politique avec la maîtrise des flux migratoires. C'est une question, bien sûr, de tenir son rang en Europe. Je ne suis pas pour une fédération européenne comme le bel à longueur de temps M. Macron, qui est le seul en Europe à défendre ses idées, alors même que M. Olaf Palme lui avait dit à Aix-la-Chapelle
quand Macron lui dit il faut sortir des tabous, bien l'autre lui a dit écoute, c'est très simple, tu veux sortir des tabous, laisse ton siège au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Donc on voit bien qu'on a quelqu'un qui est à côté de ses pompes, et je le dis comme je le pense. En matière de politique internationale, la France doit avoir une politique absolument pour elle. La politique française ne se fait ni à Bruxelles, ni à Moscou, ni à Washington. Elle doit se faire à Paris. Je ne reprocherai jamais au gouvernement américain de défendre ses intérêts. Ce que je reproche au gouvernement français, c'est de ne pas défendre les siens. Et ça, c'est inadmissible. Et nous avons des intérêts différents, nous avons une langue à défendre. Et quand je vois le président de la République se vautrer dans le globish comme il le fait et prononcer des discours comme à Berlin, en anglais, à la Humboldt University, alors que le français a été une très grande langue à Berlin, parce que il y a une population des protestants qui sont arrivés, et que je peux vous dire que la langue française est toujours reconnue à Berlin. Et donc on a un président de la République qui utilise le globish, soi-disant pour faire bien, et puis il se plante de temps en temps quand il dit à la première ministre, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, qu'elle est delicious, alors qu'il devait dire delightful, delicious, ça veut dire qu'elle est bonne à manger. Donc il y a un moment, il ne faut pas jouer les matadors, et il faut défendre la langue française, s'exprimer en français. Or lui, il ne le fait pas. Quand il nie qu'il y ait une culture française, c'est absolument lamentable. Quand il prône que la France a été, a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, c'est un pauvre imbécile, pour la bonne et simple raison que c'est le meilleur moyen, justement, pour faire croire aux Algériens que c'est eux la vérité et qu'il faut taper sur la France. Donc, il y a un moment, ça suffit. Cet homme véritablement a été élu par un concours de circonstances. Il est temps d'en finir. Monsieur Miard, une toute dernière question. Je fais appel, et comme vous le dites, je vais faire appel à votre expérience, longue expérience de diplomate. La dernière fois que vous êtes venu chez nous, c'était un peu avant le résultat des élections européennes. Hier, on a appris que Ursula von der Leyen serait très très bien partie, a reçu le soutien en tout cas des principaux présidents de l'Europe, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, pour que son deuxième mandat soit reconduit. Vous, sur notre plateau, vous aviez dit que c'était une grave erreur que de la reconduire. Qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Écoutez, je suis ravi que Bellamy ait décidé de ne pas voter pour elle. Vous savez, cette femme se pousse du col. Je suis désolé, c'est aux États de commander, c'est au Conseil de commander, c'est pas à cette technocrate qui sert, je dirais, les intérêts parfois des Américains et même souvent. Et aujourd'hui, il faut savoir également qu'elle risque d'avoir de forts ennuis dans des appels qu'a fait la Commission pour les vaccins. Et on dit, je suis prudent, parce que je crois qu'il ne faut pas juger avant qu'il y ait une enquête sérieuse, qu'elle a été corrompue dans cette affaire. Cette femme est un danger pour l'Union européenne, je le dis comme je le pense, parce que la France, vous savez, c'est très simple, l'Union européenne, elle veut s'occuper de tout, et surtout avec von der Leyen. Et il y a un moment, j'ai toujours eu une formule, l'Europe s'est élargie, elle doit s'amaigrir. L'Europe doit s'en tenir à quelques grandes politiques et pas à une multitude d'autres compétences qui fait qu'elle va mourir, je dirais, par aboulie. C'est-à-dire elle veut tout manger, tout contrôler, et il y a un moment, ça va imploser, c'est aussi simple que ça. J'ajoute que quand on veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, je ne savais pas que ces gens qui proposent l'entrée de l'Ukraine étaient aussi anti-européens, parce que je peux vous dire qu'à ce moment-là, avec une Europe à je ne sais combien, les fonds structurels ne vont pas y suffire, et qu'en réalité, on va, là encore, ruiner, je dirais, ce qui devrait être une Union européenne recentrée sur quelques politiques, et surtout pas vouloir tout contrôler, tout diriger pour aboutir à la chute de cette Union européenne. N'ayez aucune crainte. L'Union européenne est une organisation, ça c'est clair, ce sont les États qui gardent la compétence de la compétence, mais il est clair qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et pas vouloir tout contrôler, tout faire et se substituer
au nom du principe et de violer le principe de subsidiarité, les États doivent garder des compétences nombreuses car ils sont mieux à même, eux, de savoir ce qui est bon pour le peuple et ce qui ne signifie pas qu'on va refuser la coopération. Mais la France doit garder une politique étrangère maîtresse et elle doit aussi, je dirais, regarder ce qui se passe en Méditerranée. C'est là, c'est pas les chars soviétiques qui arrivent, il faut arrêter les conneries. Bon, c'est en réalité en Méditerranée qu'ils sont les enjeux que sont justement, notamment en ce qui concerne la bombe démographique de l'Afrique, et ça pose un sacré problème. Donc si on n'arrive pas à stabiliser la démographie africaine, on va dans une direction extrêmement difficile et dangereuse. Écoutez, monsieur le maire, ce sera le mot de la fin. On vous retrouvera, j'espère, pour bien que vous nous commentiez justement cette bombe démographique dont vous venez nous parler. En tout cas, toujours est-il que d'ici là, je rappelle que vous êtes candidat dans la 5e circonscription des Yvelines, candidat aux législatives anticipées dans la 5e circonscription des Yvelines. Vous êtes surtout maire de Maisons-Laffitte et monsieur Miard avec nous pour la seconde fois. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de faire passer des vérités par rapport aux médias un peu trop salonnard. Écoutez, merci monsieur Miard, je vous souhaite une excellente journée et nous de notre côté, on va retrouver le fil normal de notre émission puisque dans un instant, nous entamerons, nous débuterons, nous retrouverons, nous commencerons le fil de notre édition du 27 juin sous l'œil, sous l'angle, sous le prisme des marchés financiers. À tout de suite sur Téléfinance.